Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au plan du Barça pour régner sur le monde du football. Ça va nous permettre de nous rappeler de la vision du club sur pas mal d'aspects. On parlera de Joan Laporta et de sa politique de recrutement, on parlera aussi de la Masia et là je vais vraiment en parler pendant un long moment parce que c'est important de s'y attarder. Et puis je parlerai d'Hansi Flick, de sa tactique, de ce qu'il met en place sur le terrain et même en dehors. Et puis on parlera de quelques individualités pour terminer. C'est une grosse vidéo, j'en ai déjà fait plusieurs sur ma chaîne YouTube secondaire Footballcast où j'ai parlé d'autres clubs comme Chelsea et le PSG notamment. Je compte en faire d'autres d'ailleurs et j'espère que vous allez apprécier. On va commencer dès maintenant en parlant de Joan Laporta, le président du FC Barcelone. Ce qu'il faut se dire, c'est que lorsqu'il est arrivé, le club était en crise économique et bien plus que cela. On ne va pas non plus rappeler tout ce qui s'est passé, je vais simplement m'attarder sur l'aspect économique et quand on se dit que le Barça était grandement en crise, il fallait trouver une solution. Vous vous rappelez certainement des leviers économiques qui ont été mis en place et à ce moment-là, ça a permis au Barça d'avoir du cash à court terme et de pouvoir l'investir pour espérer que ce soit bénéfique sur les prochaines années. Et ce cash-là a été investi de manière très précise. Lors des mercatos, on a vu des joueurs qui sont arrivés pour quand même de belles sommes d'argent. Le premier gros investissement, ça a été Ferran Torres. Au début, il a été beaucoup décrié, mais aujourd'hui, quoi qu'on en dise, c'est un joueur important de l'effectif. C'est le remplaçant de Robert Lewandowski, mais lorsqu'il joue aussi, montre de belles choses et petit à petit, il est tout proche de devenir le titulaire en attaque. À voir si ça va se confirmer ou non, mais dans tous les cas, c'est un joueur important et au pire des cas, s'il se revend, il apportera de l'argent au club. Ensuite, lors du mercato en 2023 qui avait fait beaucoup parler, il y a eu Robert Lewandowski, lui aussi pas mal critiqué, mais quoi qu'on en dise, il a marqué énormément de buts. Il a participé aux 2 Ligas remportées avec le club depuis qu'il est là. Et ça, c'est quelque chose de très important. Mais ce n'est pas tout. Il y avait évidemment Jules Koundé aussi. Lui aussi, encore une fois, un joueur critiqué au départ. Mais maintenant, il a mis tout le monde d'accord. Et c'est un joueur très important dans le système d'Hansi Flick. Et même pour le Barça, peu importe le coach qui arrivera, on sait que Koundé sera un joueur clé. Il a prolongé jusqu'en 2030. Et pour terminer dans les joueurs qui sont arrivés, j'ai envie de parler aussi de Rafinha, évidemment. Quand on parle de joueurs qui ont été critiqués, en qui on ne croyait pas, bah lui, c'est totalement son cas. Pourtant, il nous a sorti une saison exceptionnelle où il est l'un des prétendants au Ballon d'Or. Personnellement, je ne pense pas qu'il va le remporter, mais dans tous les cas, il pourrait finir dans le top 5, voire dans le podium, ce qui serait énorme pour lui et on va suivre ça de très près. De manière globale, vous comprenez bien que Laporta n'a pas réussi non plus tous les transferts, tous les investissements. Là, je parle que du positif, mais quand on prend du recul, certains transferts qu'on pensait être estimés en tout cas comme des flops, aujourd'hui, on se rend compte que mine de rien, ils ont été concluants. Mine de rien, ils ont apporté quelque chose. Et dans cette notion de vouloir investir à court terme pour avoir des joueurs qui arrivent dans la force de l'âge et qui peuvent tout de suite être performants, au final, ça a été bien vu. Parce qu'on sait que l'effectif du Barça était quand même très faible et qu'aujourd'hui, avec ces joueurs-là, tu as quand même plus de garanties. Et c'est là qu'intervient la Masia. Et c'est là où tout devient cohérent. Parce qu'en soi, tu recrutes des joueurs expérimentés, mais c'est surtout pour encadrer les jeunes de la Masia. Le Barça bénéficie du meilleur centre de formation au monde, je n'en doute pas, après certains peuvent en débattre, mais personnellement, c'est mon avis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est habitué à voir des jeunes cracks sortir de la Masia et exploser au Barça ou même ailleurs. Et ce qu'il faut se dire par rapport à ça, c'est que ça a aidé le Barça à se reconstruire. Aujourd'hui, la reconstruction a été bien entamée et le Barça est tout proche de retrouver sa place au sommet européen. Maintenant, si ça a été le cas, c'est surtout en grande partie grâce à la Masia. Il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Moi, ce que j'aime souvent dire, c'est que déjà économiquement, ça a beaucoup aidé le Barça. Parce que quand ton effectif est très faible, quand tu as besoin d'investir sur le marché des transferts pour recruter des joueurs, forcément tu peux le faire. On a donné des exemples, Ferran Torres, Lewandowski, Rafinha, Koundé, ok. Maintenant, il te faut encore d'autres joueurs. Ce n'est pas suffisant. Au moment où Laporta était arrivé, ce n'était pas assez. Ah ben à ce moment-là, la Masia intervient pour compléter l'effectif. Et aujourd'hui, vous le savez mieux que moi, l'effectif est bondé de joueurs formés au sein du club, que ce soit en tant que titulaire ou en tant que remplaçant. Et là, ça te permet déjà d'éviter d'investir plus d'argent encore pour faire venir des joueurs. Tu as des joueurs qui sont à la maison, mais pas n'importe lesquels. Avec ça, il faut évidemment se dire que l'ADN du club est maintenu.
Il ne faut jamais oublier que lorsqu'on parle du Barça, on parle d'un club différent des autres. On parle d'un club où l'exigence n'est pas simplement de gagner, mais aussi de bien jouer. Mais pas non plus uniquement de jouer comme on sait jouer au Barça, avec ce fameux jeu de position, avec cette fameuse idéologie qui a évolué avec le temps. On va y revenir notamment avec le passage sur Hansi Flick. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au final, lorsque tu veux retrouver ton identité de jeu, c'est une excellente chose de pouvoir miser sur tes jeunes du centre de formation. Parce que eux ont grandi avec ces idées de jeu, les connaissent par cœur et peuvent réussir à le faire sur le terrain lorsqu'ils montent en équipe première. En plus de ça, il y a un point qui est très important, c'est la cohésion de groupe. Forcément, à la Masia, la plupart des joueurs grandissent ensemble, commencent en étant enfants et arrivent jusqu'à l'âge adulte pour continuer et cette fois-ci arriver en équipe première. Si on part de ce postulat, évidemment, ça fait que les joueurs se connaissent sur le terrain parce qu'ils ont grandi ensemble, parce qu'ils ont joué ensemble et à ce moment-là, ils ont des repères, ils ont des facilités à se trouver, mais même en dehors des terrains aussi, ils sont amis pour la plupart et souvent font des activités ensemble ou sortent ensemble et tout ça, ça fait que ça renforce les liens aussi. Et ça, c'est très important. Dans le football actuel où c'est les collectifs qui en ressortent gagnants, au Barça, il y a un avantage que les autres ne peuvent pas avoir, c'est que la plupart des joueurs proviennent de la Masia et ces joueurs-là ont grandi ensemble, donc se connaissent énormément. C'est comme si un groupe d'amis aujourd'hui d'une dizaine de personnes ou une famille avec des cousins ou quoi réussissent en pro, ah ben oui, ça va faciliter les choses parce qu'ils ont grandi ensemble, joué ensemble et se connaissent tous par cœur. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Mais là où ça devient intéressant, parce qu'en soi, tout ce que je vous ai dit, c'est logique. On en a déjà parlé, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la Masia et j'ai à chaque fois expliqué cela. Maintenant, c'est toujours bien de le rappeler, mais là où vraiment pour moi ça change la donne et ça fait que la Masia est un argument fort pour dominer le football du côté du Barça, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde dans les top clubs européens, il y a une chose qui se répète dans ceux qui réussissent en tout cas, c'est que les effectifs sont de plus en plus jeunes. On voit de plus en plus de très très jeunes joueurs. On l'a vu avec le PSG qui a remporté la Ligue des Champions, on l'a vu avec Chelsea qui a remporté la Coupe du Monde des clubs et avec notamment l'effectif le plus jeune de l'histoire de la Première Ligue lors de la saison. On voit aussi de plus en plus de joueurs de 15-16 ans démarrer en pro. On voit de manière globale que les trentenaires aujourd'hui dans le top club sont rejetés et n'ont plus réellement leur place, ou à part quelques-uns, évidemment, il y a toujours des exceptions, mais globalement, on a très peu de joueurs âgés et à chaque fois, on nous parle de la même chose. Dans chaque mercato, on nous parle de rajeunissement d'effectifs. Tous les clubs qui investissent beaucoup d'argent misent sur les jeunes joueurs. Regardez du côté de Liverpool aussi, qui a fait un mercato hyper massif, le plus gros mercato réalisé lors de cette saison. Ah ben, ils n'ont recruté que des jeunes joueurs, de moins de 25 ans, au pire des cas, mais même en dessous des fois aussi. Et ça montre bien qu'il y a une stratégie qui est la même du côté de tous les top clubs européens où ils ont bien compris que dans le football actuel, il faut miser sur les jeunes joueurs. Alors on pourrait chercher pas mal d'explications, se dire que c'est un sport où il y a beaucoup de matchs désormais, il faut enchaîner et quand tu es jeune, tu as plus de facilité et tu as moins besoin de temps pour récupérer entre les matchs. On peut observer ça de plusieurs manières, mais ce n'est pas réellement le sujet. Ce que je veux dire par là, c'est surtout que du côté du Barça, il y a un puits où tu as des joueurs hyper talentueux, hyper jeunes qui sortent chaque saison. Et là, ça se passe du côté de la Masia, encore une fois. Il vous suffit de voir la pré-saison du Barça pour le comprendre. On a vu des pépites émerger. On a vu Pedro Fernandez briller. On a vu Tony Fernandez aussi briller. Et peut-être que les deux vont monter en équipe première. On a vu Geoffrey Torrens aussi au poste de latéral gauche montrer de très très belles choses. Et on a même vu Guy Fernandez apporter de bonnes choses. Lui, je ne pense pas qu'il montre en équipe première parce qu'il y a trop de concurrence à son poste. Mais j'ai toujours dit que selon moi, c'est un joueur hyper talentueux et je suis persuadé que s'il quitte le Barça, il pourrait réussir ailleurs. De manière générale, quand on prend du recul, pratiquement chaque saison, il y a un crack qui va choquer le monde entier ou en tout cas faire beaucoup parler de lui et à chaque fois, ça provient du même centre de formation. Et ça, c'est une vraie force pour l'avenir, pour continuellement apporter des joueurs en plus. Aujourd'hui, on dit que dans un effectif d'un top club qui joue toutes les compétitions, il faut plus de joueurs qu'auparavant. Parce qu'il y a plus de matchs, parce qu'il y a plus de compétitions et il y a un enchaînement aussi qui est très rapide. Et ben, par rapport à ça, le Barça aussi s'en sort bien. Ils ne devront pas investir des millions et des millions, ils devront simplement faire monter plus de jeunes. Ça aide économiquement et ça aide sportivement avec ce qui se fait aujourd'hui.
Donc tout ça, quand on le met ensemble, on comprend bien qu'aujourd'hui la Masia est un atout majeur pour le Barça, alors que les autres clubs doivent recruter des jeunes joueurs. Alors, ce n'est pas toujours compliqué pour eux. Quand on regarde, il y a des clubs qui ont un budget illimité. Chelsea investit des milliards sur le marché des transferts. Et ces milliards-là sont injectés dans des très jeunes joueurs. Le PSG aussi injecte pas mal d'argent, mine de rien, moins qu'auparavant, mais tout de même, il continue et c'est souvent dans des très jeunes joueurs. Là, du côté du Barça, ils peuvent le faire. On l'a vu, par exemple, Rooney Bardi est arrivé, bon, seulement pour 2 millions d'euros, mais il y a tout de même eu un achat qui a été fait pour un jeune joueur. Maintenant, du côté de la Masia, encore une fois, il y a tellement de joueurs, tellement de choix, qu'à ce moment-là, ça peut devenir beaucoup plus simple. On l'oublie pour certains peut-être, mais il y a tout de même le Barça athlétique et les juvéniles. Donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup de joueurs. Et là, on comprend bien qu'il y a de quoi espérer avoir de bonnes perspectives pour l'équipe première. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu m'attarder sur la Masia. Je pense que ça répond à beaucoup de besoins du club. Tu avais une perte d'identité, tu la retrouves en grande partie grâce à la Masia. Tu avais un manque financier pour recruter sur le marché des transferts suffisamment, eh ben, tu as la Masia pour t'aider. Tu as un football qui a évolué où ça mise sur les jeunes, eh ben, tu as encore une fois la Masia. Bref, vous avez compris, ça répond à énormément de critères et ça fait beaucoup, beaucoup de bien au Barça. Si on continue, il y a évidemment Hansi Flick qui est présent au sein du club. Et là, c'est un point important, voire très, très important. Parce que quand on parle du coach allemand, on ne parle pas d'un coach qui a spécialement l'ADN du club. Alors attention, je l'ai toujours dit, il s'inspire ouvertement de Guardiola, il l'a toujours dit. Et puis, dans ses méthodes aussi, il a tout de même un jeu de position, il a tout de même des fondamentaux du Barça. Même dans le jeu sans ballon, dans le pressing, dans le contre-pressing, c'est inspiré du football allemand, mais aussi de celui du Barça, avec cette idéologie de vouloir jouer que sur une partie du terrain et dominer à tout prix. C'est juste qu'il a apporté plus de verticalité, encore une fois inspiré du football allemand. Mais là où ça devient intéressant, c'est que Hansi Flick a modernisé le style du Barça. Parce qu'il a respecté les codes du jeu Blaugrana, mais a apporté une touche plus moderne. Et à ce moment-là, c'est devenu ultra intéressant. Auparavant, on avait l'habitude de voir le Barça conserver constamment le ballon avec un jeu de possession stérile et quelquefois on trouvait que ce n'était pas assez moderne, que ça ne correspondait pas spécialement au football actuel. Aujourd'hui, avec Hansi Flick, on voit tout l'inverse. On voit une équipe qui veut constamment attaquer, constamment aller de l'avant, constamment marquer des buts avec des courses dirigées dans le même sens, que ce soit pour défendre ou pour attaquer, ça va toujours dans la même direction. Et tout ça, c'est très très fort et ça fait qu'il y a des joueurs qui ont su éclore. Et je l'avais dit déjà, j'en ai fait une vidéo avec Café Barça, je disais que selon moi, ça aura même un impact sur la Masia. Et je pense que eux aussi vont conserver les idéologies de jeu du Barça, mais ajouter une petite touche un peu plus moderne, avec le football plus vertical. Ça, on le verra sur les années à venir, mais je pense que l'influence d'Hansi Flick pourrait être très importante sur le FC Barcelone, un club qui est réputé pour son style de jeu, pourtant qui est déjà hyper bien établi, mais aujourd'hui il y a une touche en plus qui a été apportée et qui peut faire aussi beaucoup de dégâts, déjà à l'heure actuelle c'est le cas, mais pour l'avenir aussi. On verra qui sera le prochain coach, est-ce que ce sera dans la même lignée d'Hansi Flick avec le même style de jeu, ou bien ce sera un petit peu un pas en arrière. Dans tous les cas, l'impact a déjà eu lieu et ça inspirera les prochains aussi. Donc ça va décomplexer pas mal de futurs coachs du Barça. Tout ça, c'est très important à prendre en compte. Et ça fait qu'aujourd'hui, Hansi Flick a eu un gros impact. Ici, je n'ai parlé que du jeu pour l'instant, mais on peut parler aussi de la discipline, de la rigueur qu'il a mis en place au sein du club. C'est ce que je répète à chaque fois. Il a apporté du sérieux au FC Barcelone. Et aujourd'hui, la structure est beaucoup plus saine. Si la structure est saine, s'il y a de la discipline et de la rigueur, ça fait que les idéologies de jeu du coach sont mieux comprises par les joueurs. Et ensuite, il y a plus de professionnalisme pour pouvoir répéter les efforts et les bonnes performances match après match. C'est maintenant qu'on arrive au point des individualités et ce que j'ai envie de dire c'est qu'en soi on peut toujours continuer à se dire que le football aujourd'hui met en avant les équipes qui jouent bien de manière collective, qui arrivent à faire la différence avec le 11 mis en place et non pas avec les joueurs séparément. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une fois que tu as construit cette idéologie, une fois que tu as ton 11 et ton collectif qui est très performant, il faut tout de même avoir quelques joueurs qui peuvent te sortir de moments compliqués. C'est l'idéal. On dit souvent que la Ligue des Champions est la compétition des grands joueurs et c'est là qu'ils arrivent à faire gagner des matchs à leur équipe. Ça, on le voit saison après saison et selon moi, au Barça,
Ils sont armés. Pourquoi? Parce que le meilleur joueur au monde, le joueur le plus talentueux au monde, le joueur qui a le plus grand potentiel dans sa carrière au monde est Lamine Yamal. Et Lamine Yamal joue au FC Barcelone. C'est aussi simple que ça. Ce qu'il faut se dire, c'est que Lamine Yamal n'a que 18 ans et a déjà accompli énormément de choses dans sa carrière. Il pourra encore évidemment beaucoup progresser et on a hâte de suivre ça. C'est un joueur hyper différentiel. Je le dis à chaque fois, il n'existe pas un joueur qui a plus d'influence sur le jeu de son équipe que Lamine Yamal à l'heure actuelle. C'est une évidence. Et on le voit, ce n'est que le début. On voit à chaque fois du mieux, du mieux et du mieux. Eh ben, on va voir jusqu'où il va aller. Mais dans tous les cas, avoir un joueur comme Lamine Yamal dans cet environnement Barça, ça fait la différence. Un petit peu comme auparavant avec Lionel Messi. Et oui, évidemment, on doit faire le lien. Mais en tout cas, là où je veux en venir, c'est que ça aide énormément l'équipe. Et on sait que même collectivement, quand ça n'ira pas, quand ce sera un match difficile, on a un joueur qui pourra nous sortir de cela parce qu'il aime les grands matchs et parce qu'il est plus fort que les autres, tout simplement. Ensuite, il y a aussi Pedri. Je le mets dans cette catégorie-là, un cran en dessous, mais je le mets tout de même dans cette catégorie-là. Pourquoi? Parce que oui, c'est un milieu de terrain, alors beaucoup pourraient penser que c'est moins important qu'un attaquant. La vérité, c'est que non, il n'y a pas non plus un joueur qui a une telle influence sur le jeu de son équipe que Pedri au milieu de terrain. Ça n'existe pas et il est extrêmement important. Je pense que la saison passée, c'était vraiment la saison pour lui où il a pu se prouver à lui-même qu'il pouvait jouer sans se blesser. C'était très important d'avoir ce déblocage mental, mais que désormais là, si ça continue à aller bien physiquement, je suis persuadé qu'il va vraiment, vraiment continuer à être dominant et à faire très, très mal. Pedri n'est pas un joueur à prendre à la légère. C'est un joueur qui a des compétences extraordinaires et qui se régale sur un terrain, qui a une vision de jeu hors du commun, qui a aussi du leadership. Donc tout ça, c'est énorme et ça aide beaucoup l'équipe. Ça facilite le jeu de l'équipe. Encore une fois, même si les schémas de passe sont bien travaillés, même si collectivement tout est bien fait, avec un joueur comme Pedri, tout est facilité. Avec un joueur comme Lamine Yamal, dans les derniers mètres, tu as de quoi faire la différence constamment. Donc ça aide beaucoup. Après, il y a d'autres joueurs qui sont déjà à un très haut niveau. Il y a d'autres joueurs qui peuvent arriver à ces niveaux-là potentiellement, justement avec leur potentiel. Mais moi, je m'arrête à Lamine Yamal et Pedri. Parce que je pars du principe où c'est les deux plus talentueux. C'est les deux joueurs qui peuvent encore passer plusieurs caps dans leur carrière et continuer à s'asseoir dans le plus haut rang des joueurs de football. C'est pour ça que j'en parle. De manière globale, vous avez compris la stratégie du club. Évidemment qu'il va falloir quand même que Jean Laporta travaille encore financièrement pour définitivement sortir de la crise économique et faire en sorte que le Barça puisse tout de même aussi investir sur le marché des transferts à quelques postes clés. Ça sera important, même si on mise sur la Masia, même s'il y a beaucoup de joueurs très talentueux, il faudra continuer aussi à se renforcer. Ça, c'est quelque chose de très important. Et puis, de manière globale, je pense que c'est la seule véritable question qu'on peut se poser. La santé économique du club est une véritable question. Mais sportivement, le club va dans le bon sens. J'attends vraiment de voir l'après Hansi Flick si on va avoir une vision long terme pour voir où le Barça va se situer et dans quelle direction ils vont se diriger. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, les bases sont extrêmement solides. Le talent est plus que jamais présent au Barça et il y a de quoi espérer de bonnes choses. Il faudra toujours être humble, être patient tout de même. On ne sait pas ce qui peut se passer demain. Tout va très vite dans le football. Ce n'est pas parce que tu commences à sortir la tête de l'eau que forcément tu ne vas plus y replonger. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, le Barça va dans la bonne direction. Il faudra continuer à avancer et travailler tout en gardant la tête froide et à ce moment-là, ça ira très bien. En tout cas, je reste très optimiste. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec moi? Likez la vidéo si vous l'avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On vise les 100 000 abonnés. Ce serait énorme et ça me ferait très 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 plaisir. Je laisse là-dessus. Puis moi je vous dis peace.